Ukraine. On sait que la contestation des femmes autour de la guerre est réelle en Russie. On en a souvent parlé. On sait d'ailleurs qu'elle fait peur au Kremlin. Eh bien, elle est aussi, et peut-être mieux exprimée, puisque pas réprimée, en Ukraine. Magali, c'est un phénomène qu'on avait déjà constaté, on en avait déjà parlé, mais qui se poursuit. Est-ce que ça prend de l'ampleur ? Oui, tout à fait, ça prend de l'ampleur. Le mouvement est en train de se structurer avec une lettre qui a d'ores et déjà été envoyée au président Volodymyr Zelensky et une pétition qui recueille à ce jour 25 000 signatures. On ne devrait pas voir ça en Ukraine, hein. On le rappelle, on est sous la loi martiale qui interdit toute manifestation publique. Mais ce sont des femmes, là, ce sont des mères de famille qui manifestent et elles n'ont jamais été inquiétées. Alors, elles ne protestent pas contre la guerre, non. Elles protestent pour que leurs hommes reviennent, pour qu'en fait, il y ait un turnover sur le front. Écoutez. Nous exigeons que la durée de la peine que doivent purger les hommes mobilisés soit clairement définie. Nous espérons que nous serons entendus. Nous respectons notre gouvernement. Nous savons tout ce qu'il fait pour notre pays. Tous nos défenseurs le font. Mais ils ont le droit de se reposer et c'est pourquoi nous sommes ici. Et l'une d'entre elles a accepté de répondre aux questions d'un journaliste de Reuters. Elle a accueilli l'équipe chez elle, on va le voir. Son mari s'est engagé au tout premier jour de la guerre, c'était en mars 2022. Alors, en fait, ça illustre pas mal de demandes d'autres femmes qui disent un peu la même chose. Il s'est engagé sur le front au tout premier jour de la guerre, c'était en mars 2022. Il est professeur d'université sans aucune expérience militaire. Ils ont 2 enfants. La plus jeune a 14 ans, l'autre s'est marié il y a quelques mois. Lui, à ce moment-là, il était à Bakhmout, évidemment, il n'a pas assisté à la cérémonie. Alors, il était volontaire, mais ça va faire quasiment 2 ans maintenant qu'il est sur le front. En tout et pour tout, il n'a eu que 25 jours de repos. Les familles ne comprennent pas pourquoi ce sont toujours les mêmes qui se battent. Vous devez comprendre que pendant que les hommes se battent, les enfants grandissent sans père. Nous ne voulons pas que la guerre se termine. Nous voulons que l'Ukraine gagne, mais pas uniquement avec les mêmes combattants. Voilà, ils étaient des dizaines de milliers d'Ukrainiens à se porter volontaires au tout début de la guerre. On s'en souvient, avec des files d'attente devant les bureaux d'enrôlement. Aujourd'hui, ça ne se bouscule franchement pas au bureau militaire. Certains tentent même de fuir le pays, d'autres évitent de sortir dans la rue pour éviter justement d'être enrôlés. Tout ça, en fait, ce sont des signes d'un changement d'état d'esprit en Ukraine. Il y avait la confiance, il y avait l'exaltation, on en a beaucoup parlé, ça a duré plus d'1 an dans le pays. Et aujourd'hui, tous ces sentiments ont laissé la place au doute, à la lassitude et parfois même au découragement. Et voire à la critique. Merci beaucoup Magali. C'est vrai que l'engouement du début, on se souvient, il y avait trop de monde. Il y avait des gens qui nous disaient moi j'ai voulu aller m'engager, puis on m'a dit écoutez, on vous rappellera. Pour le moment ça va, on a ce qu'il faut. C'est passé à la peur d'être appelé, effectivement. Alors moi j'ai vu qu'en mars l'année dernière, il y avait un projet de loi qui avait été présenté à la Rada, au Parlement ukrainien, pour autoriser la démobilisation après 18 mois de service au combat. Et ce projet de loi n'a pas été adopté. Et ce qui explique pourquoi le mari de cette femme est effectivement est là-bas depuis 2 ans. Sur le front. Il y a un risque quand même de contestation grandissante, peut-être au moment où en plus on sait que politiquement ça devient un peu compliqué pour Volodymyr Zelensky. Non, mais ce qui est troublant surtout, c'est que c'est exactement la même chose que ce qu'on entend chez les femmes russes. Et que jusqu'à présent, il y avait une différence spectaculaire entre la Russie et l'Ukraine à de nombreux niveaux, évidemment. Et notamment concernant les combattants et le soutien de la population côté ukrainien à cette guerre pour reconquérir les territoires pris par les Russes. Et là, le fait qu'elles disent exactement la même chose, elles disent qu'elles ne sont pas contre la guerre, mais qu'elles veulent qu'il y ait une relève, que ce ne soit pas toujours les mêmes, effectivement, qui restent sur le front. C'est quand même, pour l'image de l'Ukraine, et puis pour l'unité de la population, et l'opinion publique, c'est un sujet dont Volodymyr Zelensky va devoir s'emparer parce que... D'autant qu'elles traduisent le sentiment que leur envoie leur mari au téléphone. Enfin, bien sûr. Elles sont les porte-voix de leur mari. Donc, tout à fait normalement, qu'on soit ukrainien, russe, américain, français ou autre, c'est vrai que c'est un sentiment d'injustice de se dire que certains sont sur le front depuis quasiment 2 ans, qu'il n'y a pas de relève, que d'autres, à contrario, ont réussi à partir à l'étranger en soudoyant les recruteurs que d'ailleurs Volodymyr Zelensky a tous limogés. Donc ça risque de créer une fracture au sein de la population ukrainienne qui jusqu'à présent était particulièrement unie. Donc il faut vraiment que les autorités ukrainiennes
règle cette question. Parce qu'il faut voir que l'âge moyen aujourd'hui dans l'armée ukrainienne, c'est 43 ans, ce qui est énorme. Ça a beaucoup augmenté. Donc ça montre justement qu'il y a cette difficulté de recrutement énorme. Et une des choses qui a beaucoup affaibli Zelensky politiquement, on le voit dans les sondages, c'est la question de la corruption. Et la corruption dans la guerre, ça signifie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à échapper. Et d'où les purges qu'il a fait ensuite dans tous les bureaux de recrutement, les enquêtes ouvertes. Mais c'était un peu tard, donc cette espèce de fêlure est en train de s'aggraver. Et alors, par ailleurs, côté russe, il y a eu des sondages qui ont été faits. Pour la première fois, il y a une majorité des personnes interrogées. Alors, les sondages en Russie valent ce qu'ils valent, mais genre 48% qui disent il faut négocier. On n'est pas contre la guerre, on ne veut pas arrêter la guerre, mais il faut négocier. Et en revanche, il y en a 10, ils sont à 39% à dire non, on va aller jusqu'à la victoire finale. Mais là, donc des deux côtés, il y a cette fatigue de la guerre. Ce qui est intéressant, c'est le témoignage de cette femme que vous avez relevé, Magali, qui dit moi, je ne veux pas que la guerre se termine. Je veux qu'elle se termine avec une victoire. Je veux qu'on gagne. Moi, je voudrais savoir simplement, concrètement, comment ça marche, Isabelle Dufour. Quand on organise une rotation, ça veut dire qu'il faut prévoir 2-3 équipes, en fait, pour faire comme les 3-8, quoi. C'est quasiment ça. Le chiffre de 3, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, vous avez une équipe qui combat, une équipe qui se repose et une équipe qui se prépare à une remise en condition opérationnelle. Et on renouvelle les équipes entièrement. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est quand vous êtes engagé pour la France, au Mali, etc. Que ça se passe bien, etc. Quand vous êtes en guerre et que la nation est sous pression extrême, vous faites comme vous pouvez, en vrai. Et on essaye de ne pas renouveler une compagnie entière. Ce que je veux dire, c'est est-ce que une équipe... est-ce que quelqu'un qui est démobilisé avec ses camarades pour que d'autres soient mobilisés ensemble, ou est-ce qu'on fracture les équipes pour... vous voyez ce que je veux dire ? Non, en général, on essaye de relever par grande unité, parce qu'elles ont appris à combattre ensemble, comme vous le disiez, et donc à se faire confiance et avoir les canaux de communication, elles se sont entraînées ensemble. Donc c'est plus pratique de relever tout un bataillon, en fait, qu'une section. Bien sûr. Sauf, alors le cas dans ce type de guerre, c'est bien sûr, sauf si la section ou la compagnie a été décimée. Oui, évidemment. Alors, si votre séquence illustre... c'est bien qu'on fait la guerre avec les nations, en fait, et pas avec les armées. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, et que les forces morales, en fait, c'est pas juste des grands principes et l'attachement aux valeurs ukrainiennes, européennes, etc. Mais c'est quelle capacité a finalement une nation, je dis bien une nation, et pas une armée, à tenir dans la durée, quand ça devient difficile, quand il n'y a pas de résultat depuis un an, quand le soutien international semble s'effriter, les priorités passent ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, Magali. Alors, il y a eu des coups de gueule de Volodymyr Zelensky sur ces gens qui boivent des cafés à Kiev. 2-3 fois, il a fait des messages là-dessus en disant n'oubliez pas nos gars. Et puis, il y a eu un serrage de vis. Alors, on a évoqué effectivement ces chefs de bureau de recrutement qui ont été limogés. Mais il y a eu aussi des lois qui ont été plus dures pour ceux qui risquent. Notamment pour les jeunes, pour essayer d'enrôler les jeunes qui essayaient, notamment en s'inscrivant à plusieurs cursus universitaires, d'échapper à la mobilisation. Mais en fait, ce que disent ces manifestants qui sont quand même pas très nombreuses non plus, il faut pas non plus surdimensionner ce mouvement, mais c'est vrai que ça fait quelques semaines que maintenant ça dure. C'est une énorme fatigue, en fait, de la guerre aussi. Là, on arrive au 2e hiver. C'est vrai que 25 jours de permission sur 2 ans, ça fait pas beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que l'armée ukrainienne, comme elle manque d'hommes, elle a du mal à faire autrement. Et déjà, et ce sont les témoignages qui remontent, notamment du front au niveau d'Avdivka, déjà les lignes russes ne sont pas en plein effectif. Il y a déjà 20% d'effectifs en moins de ce qui, par rapport à ce qui devrait être. Donc, comment, dans ces conditions, permettre les rotations dont vous parliez ? Le problème, c'est que c'est impossible. Très, très, très difficile. Et en même temps, en ce moment, avec la poussée russe qu'il y a en face, c'est pas le moment pour l'Ukraine d'avoir des lignes de défense qui sont affaiblies. Oui, c'est sûr. Et puis en parallèle, Catherine, il y a aussi autre chose. Maintenant. Ça revient à la négociation. Plus on mobilise et plus la guerre dure, plus on a de blessés. Et là, il faut aussi que l'infrastructure, elle suive derrière. Alors ça, les Ukrainiens ont toujours mis les moyens nécessaires en place, enfin dans la mesure du possible,
pour prendre en charge les blessés. On a expliqué très souvent que c'était un des éléments absolument fondamentaux pour le moral des hommes sur le front, c'est de savoir que s'il leur arrive quelque chose, ils seront pris en charge, qu'on les soignera, qu'on les évacuera, que leur vie compte. Ça, c'est très important. L'autre chose qu'ont fait les Ukrainiens plus récemment, c'est le déploiement de psychologues à proximité du front, pas sur les premières lignes, bien sûr, mais pour pouvoir détecter ce qu'on appelle souvent les blessures invisibles, c'est-à-dire les traumatismes, le fameux stress post-traumatique. Quand vous avez vu je ne sais pas combien de vos camarades tués, blessés, ou qui se mettent à douter, même qui se mettent à douter et qui peuvent d'une certaine manière vous contaminer. Donc c'est important de pouvoir très vite parler et de ne pas le garder pour vous. Donc les Ukrainiens mettent tous les moyens en termes médicaux et psychologiques à portée des combattants. Mais c'est vrai que 2 ans sur un front pareil, dans des conditions où vous êtes bombardés tous les jours. Quand on a vu hier le témoignage dans un reportage de Thomas Misraki, notamment d'habitants qui venaient d'Avdivka et qui disaient « ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent », il l'a répété 5 fois d'affilée à peu près. Il faut comprendre que ça, c'est les civils, mais les combattants qui sont sur la ligne, c'est pire que ça. Donc ils vivent avec la peur quand même permanente de se faire tuer. Ils voient leurs camarades qui perdent leur vie, qui sont blessés. Ils en voient d'autres qui perdent le moral. C'est vrai que c'est à prendre en charge et que c'est une grosse logistique médicale et psy à mettre sur pied pour les garder capables de continuer à se battre. Et même sur la fracture aussi, il doit y avoir également cette espèce de rancœur, et le mot est faible, de se dire, moi ça fait 2 ans que je suis là. Et en fait, le petit copain derrière, il est parti. Mais on le voit aux funérailles, aux cérémonies de funérailles, où il y a les copains du régiment, ceux qu'on peut venir, et puis il y a tous les anciens copains qui sont les mutilés. Il y a une quantité aujourd'hui de mutilés de guerre. C'est exactement comme en France après la guerre de 14-18, c'est-à-dire de gueules cassées, de gens qui ont une prothèse. Alors c'est vrai que les Ukrainiens, et c'est une de leurs forces, font tout pour récupérer les blessés sur le champ de bataille, et ça marche très bien par rapport à ce qui se passe du côté russe, où ce phénomène des mutilés est encore plus fort, mais malgré ça, ça pèse. C'est-à-dire vous avez été 2 ans au front, vous avez risqué votre peau, vous voyez vos copains qui ont perdu un bras, perdu une jambe, perdu, etc. Puis il y a ceux, effectivement, les planqués. Donc on se retrouve totalement... C'est ça, la fracture sociale, elle risque beaucoup. Voilà. Effectivement. C'est peut-être de là aussi, peut-être que Volodymyr Zelensky, à un moment, va devoir se poser la question de la Ça commence à apparaître dans les manifestations. Il y en avait une, quand on avait travaillé dessus, il y a à peu près 2 semaines, il y en a une qui l'avait dit, mais on vous connaît, on sait qui est là, qui évite les patrouilles de militaires, qui essaye d'échapper à l'enrôlement. On vous connaît. Donc effectivement, il y a ce risque de fracture. Parce que nos hommes sont là-bas, on ne les voit plus, ils ne voient pas leurs enfants grandir, certains n'ont même pas vu leurs enfants naître. Et vous, là, en attendant, vous vous planquez, ça ne va pas se passer comme ça. Manifestement, dans le cadre de la lutte contre la corruption, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait de vrais réseaux de milliers d'Ukrainiens qui sont partis pour échapper, qui ont fait effectivement souvent de faux certificats ou ce genre de choses, et qui sont partis à l'étranger de cette façon-là. Merci à tous, merci Magali, merci.